Vincent Lindon, bonsoir. Bonsoir. Prix d'interprétation à Cannes, félicitations. Merci beaucoup. Quel prix, hein? C'est pas du. J'aurais dit la même chose 15 jours avant. Pour moi, c'est le plus beau prix du monde. Ah. C'est parce que c'est offert par un jury international. Et dans mes rêves les plus fous, quand j'étais jeune acteur, je rêvais un jour de l'avoir, mais j'avais déjà décidé et fait le deuil que c'était quasiment impossible, car il y a 60 personnes ou 64 personnes qui l'ont dans l'histoire du cinéma, Ah. puisqu'on ne peut l'avoir qu'une fois par an. À quel moment vous l'aviez un peu espéré? J'y ai jamais vraiment cru. Et à un moment, c'est vrai que quand tout d'un coup on reçoit un coup de téléphone de la sélection officielle qui vous dit il faut revenir, le film a un prix. Ouais. Non, Oui. mais j'ai longtemps cru que c'était le film aussi. On vous avertit un peu avant, hein, pour que vous soyez là. Mais on ne dit absolument pas qui Ouais. a quoi. On vous demande, oui, on vous avertit, vers midi, on reçoit un coup de téléphone, on est à Paris. C'est un des plus beaux moments de ma vie parce que on reçoit un coup de téléphone et là, il faut foncer à l'aéroport. Mais c'est d'une excitation folle. Donc c'est une vraie surprise quand C'est on une vraie prononce surprise. votre nom. Alors vous savez, vous avez vu sur les réseaux sociaux la folie, hein. Alors tout le monde a détourné la fameuse image, vous avez l'air complètement en extase, il y a eu toutes sortes de parodies. Et puis la pluie de félicitations, hein. Une Tatiana Dronet qui dit « j'ai pleuré comme une madeleine », beaucoup d'anonymes. Vous en avez reçu Oui. des milliers? Je suis aussi, en fait, extrêmement touché par l'effet que ça a fait aux gens. Hein. Comme si le fait que j'ai ce prix, c'était un peu comme s'ils l'avaient eux. Ça m'a énormément touché. C'est une des choses les plus émouvantes que j'ai vécues de ma vie, et en tout cas la plus émouvante que j'ai vécue dans le cinéma, quand on est poussé par une vague de gens qui disent c'est le moment, c'est comme si... En fait, ce qui est formidable, c'est que j'ai eu dans ma vie, là, la même empathie avec les gens que mon rôle a dans le film. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, tiens, lui, c'est un petit peu moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de le partager avec tout le monde. C'est incroyable. Thierry, quinquagénaire, chômeur longue durée, qui devient vigile de supermarché, qui découvre ce monde très très dur, hein. Mari attentionné, père d'un enfant handicapé. Tout le monde salue la justesse de votre jeu, hein, vraiment une justesse parfaite. La clé, c'est quoi? Sobriété? La clé, c'est... J'en ai pas de clé, j'ai du mal toujours à l'expliquer parce que je sais pas très bien comment je travaille. Hein. Mais quand même, c'est d'avoir envie d'incarner organiquement un personnage. C'est d'abord d'en rêver, d'aimer qui on va faire. Et je crois que voilà, ça tient du miracle, ça ne tient pas de mon talent à moi. C'est un moment, quelque chose qui se passe comme une négociation, une négoce entre un personnage et vous. Hein. Vous lui donnez des choses, votre physique, votre nez, votre bouche, vos yeux, une façon de marcher, une démarche, et il vous renvoie, lui, par radiation, il vous renvoie une dignité, une colonne vertébrale. Vous savez, comme ces roseaux qui penchent un peu et à qui on met un tuteur pour qu'ils se tiennent plus droit. Une fierté d'être lui, et tout d'un coup, même un enthousiasme de le jouer, de l'incarner, et puis les deux se confondent, et ça devient... moi, je deviens lui, il devient moi. Et... Vous dites, il faut jamais avoir honte de son personnage, hein, ça me frappait. Vous disiez, il y a ces acteurs qui disent, attention, moi je suis un peu plus intelligent que mon personnage, etc. Non, il faut vraiment être son personnage. Oui, je trouve que le grand risque dans tous les métiers artistiques, dans tous les métiers du monde, alors c'est cette phrase où on dit il se la pète, il se la joue, pour qui il se prend, il a un melon comme ça. Mais en jouant, on peut aussi avoir le melon. C'est-à-dire, on joue un personnage, et il y a un tout petit truc ici, un tout petit sur le coin ici, avec le spectateur, genre, inconscient, subliminal, qui fait « mais vous auriez compris que je suis un petit peu au-dessus de mon... » Et ça, c'est la mort. Il faut être lui, il faut être le personnage, il faut accepter tout, sa vulgarité s'il est vulgaire, sa lâcheté s'il est lâche, son ignominie s'il est ignoble. Mais on ne peut pas résister contre un personnage, sinon ça se voit 2 fois plus. La réaction du public est phénoménale. Réaction des politiques. François Hollande vous a félicité. J'imagine quand même ça fait quelque chose, président, qui vous adresse. Oui, ça fait quelque chose. Oui, c'est sûr que quand j'étais au cours Florent, on m'aurait dit que j'allais un jour coproduire un film, aller à Cannes en sélection, avoir le prix d'interprétation et recevoir les félicitations et du président de la République, mais d'autres gens. Je ne l'aurais pas cru. Le vol en supermarché, c'est un monde, hein, très dur. Le personnage, par exemple, du retraité qui veut juste passer un petit peu de steak haché qui se fait attraper. Ce monde-là, vous l'avez découvert en partie?
je le connaissais, comme vous le connaissez, comme tout le monde le connaît, mais entre connaître les choses, entre être prévenu de quelque chose et la voir sous ses yeux, il y a un monde. C'est vrai que j'ai assisté à tout ça... Vous avez fait de l'immersion, hein, vous êtes allé voir comment ça se passe. Oui, j'ai fait de l'immersion et c'était terriblement douloureux parce que c'est du vol pour vraiment, j'allais dire pas grand-chose, pas grand-chose en coût, mais terriblement grand-chose pour ces gens-là. Voir quelqu'un de 70 ans qui vole un morceau de viande, c'est intolérable. Pas qu'il l'ait volé, c'est intolérable qu'un être humain soit amené à un moment à voler un morceau de viande. C'est toujours des petits vols comme ça et c'est terriblement vexant, humiliant. C'est un métier terrible que de les arrêter. Oui, j'ai trouvé ça très violent. Mais même la vie du supermarché. Il y a des gens, à parler avec les caissiers, avec le directeur, qui m'ont appris des choses incroyables. Il y a des gens c'est une fête. Ils sont tellement seuls dans leur vie que c'est une fête d'aller au supermarché, qui viennent acheter un article un jour et ils reviennent le lendemain pour acheter un autre article. Parce que voilà, ça leur prend du temps. C'est une fête. On va aller au supermarché. On a tous joué à voler, hein, quand on est gamin, on pique un truc, etc. Vous l'avez fait aussi? Oui, je l'ai fait, mais des choses... Oui, malheureusement, ou heureusement, des choses inutiles. On piquait des choses pour les piquer, mais on volait pas des choses par besoin, en tout cas alimentaire déjà, pour commencer. Ça, c'est la dimension légère, mais là, c'est vraiment la dimension dramatique dans le film. Dramatique. Et oui, mais mis à part il y a ça dans le film, mais il y a aussi la dimension de la violence, la souffrance silencieuse à laquelle sont confrontés certains hommes et certaines femmes pour trouver du travail, juste pour nourrir leur famille. Des entretiens sur Skype, mais d'une violence, d'une impersonnalité effrayante, des rendez-vous, des examens. C'est comme si on passait un examen, son bac, chaque fois, 5, 6, 7 fois par jour, avec des CV qu'on vous contrôle, qui sont pas bien, qui sont mal écrits, pas comme ci, pas comme ça, avec des questions pièges, où on vous dit, on vous rappellera. Oui, maintenant, on est presque dans une violence où on vous dit, il y a très peu de chance, oui, tout de suite, mais en tout cas, merci de nous avoir téléphoné, et on entend ce bruit. C'est incroyable. Répondre à la misère sociale. Vous aviez observé de près Coluche, hein. Je crois que vous aviez été petite main dans les tournées de Coluche. J'avais été rôdi de Coluche pendant 1 an. Lui, il a joué ce rôle à un moment donné, hein, être le porte-parole des miséreux. Mais c'est pour ça que Coluche est rentré dans le panthéon des hommes importants de ce siècle. C'était un être humain extraordinaire. Il a commencé en étant un comique, un humoriste, un chansonnier, et il a quand même fondé une chose qui est inouïe. Et j'adorerais, moi, avoir la capacité, la force de caractère et la force de persuasion pour arriver à faire ça. Il a fondé les Restos du Cœur. Vous pourriez le faire, quelque chose du genre. Vous voyez sur Internet, hein, les gens qui disent, tiens, Vincent Lindon, Mais je vais vous dire la vraie vérité. Je ne sais pas si j'aurai la force de fédérer, de persuader, d'obtenir. Mais si l'occasion se présente, un jour, ça, par contre, je peux vous jurer, je ne vais pas la manquer. Je trouve que c'est formidable aider en vrai. Oui, je trouve ça formidable d'aider, de se servir des micros qu'on a, de cette parole qu'on peut amener pour faire quelque chose. Et aujourd'hui, Coluche, sa famille, peut se dire qu'il nourrit entre 500 et 750 000 bouches par an. Vous vous rendez compte, être l'homme qui a fait ça, est-ce que c'est bien? Choisir un rôle. D'abord, alors à Cannes, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous dites là, vous aimez bien Cannes, hein. Il y a ceux qui crachent un peu dans la soupe, vous pas du tout. Vous avez aimé ça? Je crache jamais dans la soupe. Elle est bonne. Non, ou je la mange pas et je me présente pas dans la cuisine. Mais si je la demande et qu'on me la met dans mon assiette, je la mange. Ça a été un moment extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire, je l'ai dit, parce que j'avais jamais eu de prix de ma vie. Donc, quand j'ai entendu un des frères Cohen, qui l'a pas dit haut en plus, il l'a dit tout bas, quand il a dit mon nom, je savais pas qu'un jour j'entendrais mon nom comme ça. Vous dites, il faut attaquer un rôle, hein, ça m'a beaucoup frappé, avant qu'il vous attaque. Oui, parce que c'est une phrase que mon père me disait quand j'étais petit. Et il me disait, au tennis, il faut attaquer la balle, sinon c'est elle qui t'attaque. C'est vrai que quand elle vous arrive trop vite comme ça, il faut rentrer dedans. Et il faut pas avoir peur des choses. Ou il faut pas essayer d'éviter les choses. On peut ne pas aller s'y affronter. Et on fait pas, c'est pas pour cela que vous serez un lâche. Mais si on y va, c'est comme saucer les œufs. Ou vous y allez à pleine main avec un morceau de pain et vous saucez, ou vous saucez pas. Mais le côté, je vais piquer un morceau de pain avec ma fourchette, c'est pas franc. C'est pas franc.
Vous avez une réputation de perfectionniste, hein, vraiment presque pathologique, vraiment aller dans le rôle. Là, dans ce personnage de Thierry, c'est très frappant. Il y a une concentration. Tout le monde compare ça, évidemment, avec les tics que vous avez dans la vraie vie. Ils disparaissent complètement à cette Oui. seconde-là. Et sans absolument y penser, jamais, jamais, Ouais. jamais. Là, par exemple, j'en ai quelques-uns. Ouais. Parce que vous vous adressez à moi, du coup, vous m'en parlez, je vais en avoir beaucoup plus. Mais à partir du moment où j'entends moteur, c'est même d'ailleurs la chose incroyable qui m'a donné la preuve que quand on joue, on est quelqu'un d'autre. Car sans y penser, je n'en ai pas. Ça veut donc dire que je ne suis plus moi. Si je suis plus moi, je suis quelqu'un d'autre. Et donc, ça m'a rassuré sur mon métier d'acteur dès la première fois où je l'ai exercé. Ça, c'est un phénomène fascinant, hein. Des acteurs qui avaient un cancer avancé, une grippe, et puis, mais qui jouent. Incroyable. Et des gens qui bégayaient. Ouais. Robert Hirsch est un de nos plus grands acteurs dans l'histoire du théâtre, et est un acteur qui bégayait. Et à partir du moment où il jouait, il pouvait partir 4 heures sur scène, jouer le roi Lear, plus rien. C'est inouï, inouï. C'est vraiment on sort d'une peau pour rentrer dans une autre, et il y a des gens qui se soignent comme ça. Je comprends certains acteurs, je n'ai pas ça moi, mais je comprends certains acteurs qui ont une boulimie, qui se sentent bien que pris en charge, que assistés par un rôle, par une équipe de film en travail, et qui ont, à force, peur de la vie parce qu'ils se sentent bien avec cette carapace de se cacher derrière des personnages. Ce qui n'est pas du tout mon cas, moi, mais... Ce prix d'interprétation à Cannes à 55 ans, ça a un sens particulier pour vous? L'âge, non. Hein? Si ce n'est que c'est tellement plus beau d'avoir les choses plus tard parce que ça évite que la descente soit trop longue derrière. Mais le prix, oui, ça a un sens. En fait, je vais vous dire, quand je suis sorti, il y avait un grand dîner, on a tous été parlé, c'était la fête. Et à un moment, je me suis éclipsé pour aller faire pipi. Et je me suis retrouvé, j'ai mis le loquet dans les toilettes. Et à un moment, je me suis dit, je suis prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. C'est un truc, mais la phrase m'a... C'est vertigineux. Mais moi, je suis un enfant, hein, je ne le cache pas. Il y a des choses qui me rendent fou dans la vie. Il y a des nouvelles que j'adore. Mais je vais avoir la même chose si un de mes enfants a son bac. Je peux vous dire qu'ils vont le sentir passer autour de moi. Ouais. Oui, il y a des moments pas beaux, il y a des moments formidables. Il faut en profiter. Vous avez eu une scolarité correcte, Correct. hein? Pas C'est plus. exactement, pas plus. C'est pile le mot, correct. Ouais. Vous veniez d'un milieu plutôt favorisé, intello, éditeur, industriel. Ils vous ont poussé? Ils m'ont pas poussé, mais ils ne m'ont absolument pas empêché. Ils n'ont pas devancé mes questions, Hein? comme dans mon éducation. On nous a jamais devancé nos questions, à moi et mes frères. Mais par contre, si on en posait une, on nous y répondait, et franchement, pas avec des précautions verbales et des alentours. On posait une question, on nous répondait, peu importe la violence de la réponse. Les leçons de votre père, hein, ça m'a frappé dans le couloir en arrivant ici, vous le citiez aussi. Hein, Oui. quand il y a pas de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Mais je crois que tout le monde a son papa, tout le monde a un papa qui l'a marqué. C'est formidable, le rôle des pères. Et les mères marquent autrement. Je pense que j'aime pas les généralités, mais enfin en même temps, j'aime pas dire que j'aime pas les généralités parce que les généralités, c'est pas mal non plus. C'est vrai que les mamans aident énormément, chaleureusement, et sont le soutien chez qui on va tout de suite si on a un énorme choc, une énorme peine. Les papas, c'est un peu plus flemmard parfois, mais ça donne des petites philosophies avec des phrases. En tout cas, c'était le cas dans ma famille. Et je me suis souvenu de pas mal de phrases qu'il m'a dit et qui m'ont sûrement un petit peu servi. Et parfois pas. C'est-à-dire? Par exemple, ça peut vous pousser à faire des choses d'un culot au monstre. Je me souviens qu'il nous disait souvent le nom, N-O-N, tu l'as déjà, va donc chercher Louis. Ouais. Oui, d'accord, mais enfin, on peut prendre des gifles si on en cherche Louis. Ouais. On peut rester avec le nom sans y aller. Voilà, mais bon. Vous dites quelque part, vous dites pas facilement oui, hein? Vous êtes assez avare de vos oui. Je dis oui que quand je suis sûr que je vais honorer ma réponse. Je déteste les gens qui disent oui et qui reviennent en arrière. Pour moi, c'est intolérable. Et je considère que le oui, c'est le courage et le pouvoir. Quand on dit oui, après, comme qui dirait aujourd'hui, il faut envoyer le bois. Oui, on va construire un immeuble ici. Après, il faut le faire. Oui, je vais produire ça. Oui, je vais te faire un enfant. Oui, on se marie. Oui, ceci. Oui, c'est le pouvoir. Celui qui dit non, c'est le numéro 2. Celui qui dit oui, c'est le numéro 1.
c'est lui qui va faire. Quand on dit oui, il faut faire. Non, c'est... Alors, quand je dis oui, comme je sais que je vais être obligé d'honorer mon oui, quoi qu'il m'en coûte et quoi qu'il arrive, je prends mon temps. Aujourd'hui, ce prix d'interprétation, au début, c'était vraiment le tout début, hein. Je crois que vous transportiez les costumes pour Depardieu ou pour Nicole Garcia. Pour Gérard Depardieu, oui. Ouais. Là, vous étiez quoi, stagiaire? J'étais allé faire un stage sur Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais, et j'étais conducteur de la camionnette costume pour Gérard Depardieu. Mais c'était un boulot que je faisais comme je venais de passer Enfin, ça faisait 1 an que j'avais mon baccalauréat. C'était un boulot comme on fait... ça aurait pu être un autre travail. Je le faisais en dilettante. Ça n'est pas du tout... Le cinéma, là, n'était pas du tout ma passion, mon hobby. Je n'avais pas ça en vue. La vocation est venue relativement tard chez vous, hein. Très tard. Elle s'est faite petit à petit. Consciemment. Ouais. Consciemment. Car peut-être qu'inconsciemment, voilà, ça m'a plu d'être à côté de Gérard Depardieu, de voir cet homme incroyable bouger, se déplacer devant moi, jouer la comédie avec Alain Resnais, de voir la vie de ce plateau. Puis après, j'ai travaillé avec Coluche comme Rodi. J'ai revu, c'est quand même des monstres, j'ai revu un autre personnage inouï, qui sont bourrés de charisme, d'intelligence, c'est des êtres à part quand même. Et après, finalement, j'ai travaillé dans un journal et, comme hobby, je me suis inscrit dans un cours de théâtre. Et tout ça a dû travailler la nuit. Et dans le cours de théâtre, ça s'est pas trop mal passé. J'ai passé une scène, une deuxième scène. On m'a pris dans un film pendant 3 minutes, puis 4 minutes, puis 5 minutes. Et aujourd'hui, je me retrouve en face de vous pour vous parler. Vous dites, les tics, paradoxalement, ça vous a servi, hein. À certains moments, ça vous a différencié. Au début, bah oui, on se fait vite remarquer quand même quand on bouge la tête dans tous les sens comme ça. Mais oui, comme si ça avait été un challenge. Comme si le metteur en scène qui m'a pris pour la première fois s'est dit, je vais quand même aller voir s'il les a quand il joue. Comme un défi. Les filles, vous avez beaucoup plu, hein, au cours Florent déjà. Non? Vous voulez que je réponde? Oui. Vous imaginez que je vais pas, vous imaginez bien que je vais pas répondre. Vous connaissez un homme qui va vous répondre oui, j'ai beaucoup plu? Non, franchement. À 55 ans, Est-ce ça que je vous change. demande, moi, si vous avez beaucoup plu? La séduction change à 55 ans? Oui, mais pas seulement chez moi. Elle change chez tous les hommes et chez toutes les femmes. Et elle change en bien, puisque si tant est qu'on était un séducteur, moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt d'être un séducteur. Ce qui est intéressant, c'est d'être séduisant. Et si tant est, ça serait encore mieux d'être séduisant malgré soi. Et c'est ça qui est sexy. C'est les gens qui sont séduisants malgré eux. Et donc là, il n'est plus question de beauté, il est question souvent d'intelligence, de générosité, de charme, d'attention. Quelqu'un qui vous écoute. Ne serait-ce que quelqu'un qui vous écoute quand vous parlez au restaurant, qui s'intéresse, qui vous pose des questions, c'est sexy. On porte de l'intérêt à quelqu'un. C'est plus sexy que ce qu'on faisait quand j'étais un jeune con de 25 ans qui passait 2 heures et demie devant sa glace pour savoir s'il allait mettre un bandana rouge ou bleu, des Santiago ou des baskets. Vous dites des choses très nettes sur la séduction. Vous dites par exemple, quand ça marche pas, il faut pas poursuivre, hein. Je l'ai pas dit sur la séduction, mais si vous voulez, on peut le mettre sur la séduction. Pas tellement quand ça marche pas, mais oui, il y a des fois, parfois, faut pas insister. Alors, je sais bien que Sacha Guitry, qui avait plus d'esprit que moi quand même, disait que la beauté ou l'intelligence fait gagner 15 jours. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des choses qui sont inévitables, des rencontres qui sont inévitables, des séductions qui sont inévitables, et il y en a d'autres qui ne marcheront quasiment jamais. C'est chimique. Et tant mieux. Et qu'il y en ait pour tout le monde, pour toutes, pour tous. Voilà. Vous avez cité quelques grands prédécesseurs. Gabin, on cite souvent Gabin à votre égard. Le jeune Gabin, moi ça me frappe dans l'interprétation de Thierry. C'est cette interprétation très vraie, hein, d'une justesse complète. C'est une référence pour vous? C'est une référence, lui, mais il y en a d'autres. Il y a Ventura, qui est une référence en France. Il y a Alain Delon, qui a fait des rôles absolument inoubliables dans le cinéma. Mais il y a les Américains, il y a Gary Cooper, il y a Spencer Tracy, il y a Cary Grant, il y a Marlon Brando, il y a De Niro. Il y a plein d'acteurs. La seule chose qui m'embête aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué d'avoir une référence. Souvent, on vous dit quel est votre acteur préféré ou un des acteurs que vous préférez. Et aujourd'hui, je sais que le titre, rien que le titre de « Vous êtes une sorte de Lino Ventura » a été donné 64 fois cette année.
Dès qu'un homme juste se tient un peu comme ça, on fait « Ah, t'as un petit côté Lino Ventura ». Donc à un moment... et pareil avec Jean Gabin, donc ça devient... Quand vous voyez un certain cinéma français qui est parti de cette vérité, hein, qui joue beaucoup sur le second degré, plus ou moins assumé, etc., ça vous désole? Les daubes, il y en a beaucoup des daubes quand même. Ah oui, vous voulez dire, voilà, des daubes. Ça me désole, il y en a eu de tout temps, oui, ça me désole un peu. J'ai toujours été pour qu'on éduque un peuple, des spectateurs, dont moi parfois. Je pense que oui, ça s'habitue. Je pense que si on montre des belles choses aux enfants, si on leur montre des Chaplin, si on leur montre des films de Howard Hawks, si on leur montre des films de Grangier, de Carnet, de Renoir, je pense qu'on prend des habitudes aux bonnes choses. Comme on prend une habitude à une bonne cuisine, comme on apprend une habitude. Or, ça ne coûte pas plus cher de faire des œufs qui sont bons que des œufs qui sont pas bons. Évidemment on pourrait me reprocher de dire oui, mais tout le monde n'a pas les moyens. Si, tout le monde a les moyens, de servir un verre d'eau fraîche plutôt que... C'est juste... non, on a les moyens de faire des bons films. Il y a beaucoup d'argent en France pour faire des films. Une fois que les metteurs en scène, les producteurs ont cet argent, autant faire un bon film. Ça coûte aussi cher de faire une daube qu'un bon film. Alors ça, oui, parfois, ça me révolte. Je trouve que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et encore, non, parce que l'argent jeté par les fenêtres, s'il y a des gens en dessous de la fenêtre pour le rattraper, déjà, c'est pas mal. Vincent Lindon, quand on voit tout votre parcours, vous avez eu de la chance, vous diriez ça? Je dirais même plus que ça. Je dirais que j'ai eu de la chance d'avoir de la chance. Et c'est-à-dire que... Vous l'avez provoqué, vous avez travaillé. Oui, mais encore faut-il, pour avoir de la chance, être dans le stade et dans l'arène où il y a la distribution de chance. C'est bien beau tout ça, mais oui, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance que deux personnes se croisent, se plaisent, couchent ensemble et me faire naître dans tel endroit et pas dans cet endroit-là, avec telle éducation et pas avec celle-ci. Leur divorce, ça a compté pour vous? Oui, mais ça c'est d'une comme banalité. Beaucoup de gens, évidemment. Comme la Terre entière, en principe. On n'est pas loin. Si on est à 50. On part maintenant en chasse de l'homme ou de la femme qui n'a pas été marqué par le divorce de ses parents, vous me dites, hein, on n'est pas de retour dans le studio, je peux vous dire. Mais oui, les parents, c'est la marque absolue. Enfin, Freud l'a dit avant nous deux aujourd'hui. C'est la marque absolue et l'empreinte absolue de l'avenir des gens. C'est papa ou maman. Vous avez cité Faulkner quand on vous a reçu le prix d'interprétation, faire des rêves tellement immenses qu'on les rattrape jamais, c'est ça à peu près? Non, la phrase c'était faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. Parce qu'un rêve, ça diminue, comme de la barbe à papa. Donc il faut qu'il soit énorme, comme ça il vous en reste un tout petit bout à l'arrivée, si tant est qu'on ne le perd pas de vue. Voilà. Vous l'aviez préparé, la phrase? Oui, c'est la seule phrase que j'ai préparée, et je l'ai même apprise par cœur, en me disant, si cette phrase passe bien, si ma bouche n'est pas trop pâteuse, si j'arrive à ne pas trop pleurer et à regarder les gens en disant ça, après, en principe, je vais contrôler mon émotion et arriver à suivre à peu près le plan que j'avais. Enfin, on a tous un plan. Je voulais remercier des gens, je voulais remercier un jury, je voulais remercier les gens qui ont fait le film, et après, je voulais doucement parler de mon intime, c'est-à-dire des gens qui me sont extrêmement proches. Pourquoi cette phrase-là? C'est jamais indifférent, une citation. Pourquoi celle-ci? Parce que je pense que pour mes enfants, pour les gens, il faut viser quelque chose. Souvent, on reproche aux jeunes de viser trop haut. Non, on peut viser trop haut. Ça coûte 0 francs de viser. Ça coûte 0 francs. C'est gratuit de rêver. Mais c'est gratuit, c'est la pensée. Donc c'est bien de rêver, de se dire, et si un jour ça m'arrivait? Et voilà, et moi j'ai rêvé un jour d'avoir ce prix, et c'est quasiment mathématiquement impossible. Non, vous vous rendez compte, il y en a un par an. Bon, ben je l'ai rêvé, et ce coup-ci, j'ai eu la chance que ça m'arrive, donc voilà. Mais j'ai pas de... Et puis, quelquefois, une citation, c'est une belle phrase qu'on lit, qu'on trouve formidable, on sait même pas pourquoi on la trouve formidable, on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bien ça, oh, j'ai envie de dire ça, tiens. Et puis, je l'ai lu quelques jours avant, voilà, elle est venue comme ça. Merci Vincent Lindon. C'est moi qui vous remercie. Bravo. Ça vous touche toujours, hein. Vous avez dû recevoir des milliers de bravos, et on sent que chaque bravo vous touche toujours autant. Alors, chaque bravo me touche toujours, parce que c'est comme une bougie que vous allumez, et après vous en allumez une autre, et la flamme de la première n'a pas diminué. Chaque bravo est agréable. Mais moi, je vous remercie aussi, parce que je n'ai pas le souvenir, depuis que je fais ce métier, d'avoir été reçu aussi longtemps à une émission où on parle.
Bah, vous me faites plaisir. Donc voilà, je vous le dis. Mille merci. Merci beaucoup. Merci Vincent Lindon. infiniment. Merci.